Bonjour et bienvenue dans cette émission du 19 septembre 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Je vous avais annoncé pour hier, mercredi 18 septembre, une émission sur Zoé Sagan, qui constitue réellement un fait majeur et massif de notre époque. Des milliards de vues sur les réseaux sociaux, de la diffusion de contenu qui a fait trembler jusqu'aux plus hautes sphères de l'État, et puis un grand point d'interrogation car il s'agit d'une forme nouvelle de communication et d'expression très à l'image de notre époque, puisque autant elle a été massive, autant elle est également en quelque sorte trouble et évanescente. Et maintenant que les différents comptes Zoé Sagan ont été censurés et fermés les uns après les autres sur X, on peut presque se demander si on a rêvé d'une présence aussi importante et qui a suscité autant de réactions à travers le cyberespace. Alors, j'ai besoin encore de temps pour finaliser cette émission, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle sortira demain, vendredi 20 septembre. Et je rappelle que mon travail ne consiste pas juste à donner de l'information, comme on peut déjà la trouver sur plein de médias mainstream, mais là c'est toujours enrobé de mensonges ou indépendants. Et donc par exemple, je ne vais pas juste vous informer que le compte de Zoé Sagan a été à nouveau suspendu ou qu'il y a eu une nouvelle tentative d'assassinat sur Donald Trump, mais de proposer des décodages socio-anthropologiques des faits et des événements en cours. En ce sens, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Il en existe un certain nombre et je rends bien sûr hommage à leur courage et à l'importance de leur travail. En ce qui me concerne, je suis plutôt un lanceur de perspectives. Avec pour but non pas de démontrer des choses, mais de montrer un certain nombre de documents, d'éléments de réalité qui existent aujourd'hui dans notre société et qui font sens, et d'en montrer un certain nombre d'indices, pour reprendre une des expressions favorites de la grande figure de la sociologie compréhensive en France, qu'est Michel Maffezoli. En ce qui concerne Zoé Sagan, donc la matière a été trop riche. En tirant différents fils, j'ai vu apparaître encore et encore des motifs absolument passionnants. Alors la moisson est faite, je dispose de tout ce dont j'ai besoin, j'ai encore quelques heures à consacrer au montage de cette émission, mais donc je me réjouis d'ores et déjà de partager ce contenu demain avec vous. Aujourd'hui, je vais partager une autre prise de parole extrêmement importante qui vient d'avoir lieu, qui est celle de Pierre Barnérias au sujet du délai en cours quant à la plainte pour diffamation qui avait été acceptée par le parquet contre l'agence France Presse au sujet de son traitement du film Hold Up. Et alors que tout était prêt, les avocats, le plaignant étaient prêts à aller devant le tribunal et élaborer cette situation conformément au droit, on sait qu'il y a eu l'invocation à la toute dernière minute d'un éventuel argument de nullité, comme Pierre l'explique à nouveau dans cette prise de parole. Et il nous rappelle au passage l'aberration totale qu'aura constitué la manière dont le film Hold Up a été traité, et notamment la violence de la réponse en termes d'ingénierie sociale et même de totalitarisme de toute la machine médiatique, qui a été utilisée pour écraser le film avant même sa sortie et rendre scandaleux le fait de s'y intéresser. Ce qui est un grand classique de la manipulation, c'est là où les organes de presse aujourd'hui ne font plus de l'information, ils font de la politique dont je rappelle que le sens le plus fondamental est l'art de désigner l'ennemi. Et en l'occurrence, la presse l'a fait avec un énorme degré de préparation, mais également en utilisant toutes les ficelles crapuleuses à disposition. Et vous verrez, à écouter ce que Pierre partage avec nous, on se dit vraiment que tous ceux qui ont hurlé au complotisme et qui ont embouché les trompettes du conformisme totalitaire, mais devraient rougir de honte. Mais bon, on sait que tous ceux qui n'ont pas encore compris à ce stade ce qui est en cours restent pour l'instant en tout cas des cas désespérés.
Et donc, cette question du traitement ou non de la plainte légitime, incontestable en diffamation de Hold Up, j'avais donné dans une précédente émission la démonstration que les propos tenus par Pierre Barnerias dans son film, qui ont été catalogués comme étant trompeurs, faux et mensongers par l'AFP, sont tout à fait vrais et vérifiables. Donc il y a diffamation. En général, il faut attendre une décision de justice pour pouvoir se prononcer sur le fond, mais quand il y a en l'occurrence, une manipulation qui est aussi évidente et des propos qui sont aussi mensongers, je veux dire, c'est boc. Là, on n'a pas besoin de se triturer les méninges pendant des siècles. Et donc, voilà, nous avons été dans une véritable fabrication, dans une véritable opération synchronisée impliquant tous les médias mainstream dans tous nos différents pays pour s'assurer que le rideau de fer tombe au moment où la diffusion du documentaire Hold Up allait pouvoir commencer à se produire. Alors, ça constitue, ce que j'évoque ici, tout un volet extrêmement important, un très long chapitre de mon livre « La fabrication du désastre ». Je rends hommage à tous les chercheurs et tous les professionnels qui ont fait le travail de révéler les dessous de cette évolution dramatique du monde journalistique, en particulier en France Corinne Lalo, grand reporter et journaliste digne de ce nom, il en reste quelques-uns, ainsi que Laurent Mucchielli, bien sûr, sociologue et directeur de recherche au CNRS, qui ont montré la réalité de cette évolution dramatiquement toxique et à vrai dire scandaleuse de la presse, mais également en montrant qu'il s'est agi désormais d'une machine industrielle de la censure et de la répression des idées, où les choses sont prévues en amont. Donc il n'y a plus que quelques sources d'informations validées et qui se sont spécialisées malheureusement dans les contenus mensongers. Après, les médias sont obligés de se tenir à ce cahier des charges et à cette feuille de route. Et puis, il y a de surcroît en aval tout un système de notation des médias, non pas sur la qualité de l'information comme on cherche à nous le faire croire, mais sur la conformité au narratif qui a été préparé par des officines de l'État profond, pour dire les choses de manière absolument transparente. C'est-à-dire cette fameuse opération Mockingbird qui a été identifiée de longue date aux États-Unis, qui consiste à infiltrer la presse qui façonne l'opinion publique des pays à travers le monde et de l'Occident en particulier, étant donné que nous ne sommes plus qu'une colonie de l'Empire états-unien. Eh bien, ce sont ces officines qui instrumentalisent nos médias pour en faire des vendeurs de guerre, des vendeurs de peur et surtout des désinformateurs à large échelle pour que surtout la population n'ait pas conscience de ce qu'il se passe réellement. Alors, voilà, vous pouvez évidemment vous tourner vers le travail des personnalités que j'indique. Vous pouvez bien sûr, le cas échéant, lire les chapitres de mon livre, parce qu'il y en a un sur le rôle des médias, mais un autre sur l'ingénierie sociale et encore un autre sur le complexe industriel de la censure, avant de passer au service de qui sont tous ces différents phénomènes extrêmement problématiques. Mais pour l'instant, je vous propose de prendre connaissance du témoignage livré aujourd'hui même par Pierre Barnerias. Bonjour à tous. Le 5 septembre devait avoir lieu un procès qui nous concerne tous sur un acteur central de l'information mondiale, l'agence France Presse. L'enjeu était d'importance. Il s'agissait entre autres de savoir si le traitement de la Covid-19 par l'AFP a été honnête, indépendant, sourcé et sans conflit d'intérêts, ou s'il relevait davantage de la désinformation, de la propagande ou de la censure. Je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Pierre Barnerias. Je suis journaliste par vocation et formation. Je suis diplômé de l'école européenne de journalisme de Bruxelles après une maîtrise de droit privé à l'université Paris II d'Assas. J'ai eu la chance de travailler pour les 3 grands secteurs d'activité de la presse. J'ai commencé en presse écrite en écrivant plusieurs centaines d'articles dans les pages nationales du plus grand quotidien français qu'est Ouest France. À la radio, j'ai fait mes débuts à France Info en présentant les journaux et suis devenu ensuite rédacteur en chef sur RTL2. En télévision, j'ai démarré à TF1 Matin pour ensuite prendre la rédaction en chef d'une agence de presse de télévision où j'ai collaboré, où j'ai travaillé, où j'ai réalisé plusieurs sujets, plusieurs émissions que vous connaissez comme Envoyé spécial, Zone Interdite, Des Racines et des Ailes ou encore le magazine reportage de TF1. J'ai par la suite créé ma propre agence de presse, Flair Productions, avec Sylvain Tesson et Alexandre Poussin. Et là, j'ai produit et réalisé une quarantaine de documentaires pour les télévisions allant du 7 minutes au 110 minutes. En 2010, après avoir fait un peu le tour
des chaînes de télé et avoir vu leurs limites, je me tourne vers le cinéma qui m'apparaît comme un vrai espace de liberté d'expression. Je perds ma carte de presse car la commission de la carte ne reconnaît pas le cinéma comme un organe d'information. Mais bon, peu importe, je pense que la liberté justifie quelques petits sacrifices. En 2020, j'en suis à mon 5e documentaire long métrage. Le film s'appelle Hold Up et j'envisage de le sortir à la mi-octobre dans les salles de cinéma. Pas de chance pour moi, les cinémas ferment en raison du second confinement. Je décide donc de le sortir sur une plateforme de vente de vidéos en ligne, la plateforme américaine Vimeo. Sortie planifiée le 11 novembre à 11h. Pas de chance pour moi là aussi, une copie de travail se retrouve sur les réseaux sociaux une semaine avant la sortie officielle du 11 novembre. C'est un peu la panique pour toute ma petite équipe et moi-même car le financement du film est très loin d'être bouclé. Hold Up sort finalement le 11 novembre comme prévu et connaît malgré tout un vrai succès, avec pas moins de 26 000 ventes en ligne en location. La contre-attaque est immédiate. Libération consacre sa une au film avec 16 pages à charge. 16 pages qui ont donc été écrites sur la base d'une copie de travail du film qui s'est répandue sur les réseaux sociaux et qui n'est pas la version définitive sortie le 11 novembre. Une copie piratée. Toutes les informations de Libé seront débunkées en quelques jours. Elles sont toutes fausses ou diffamatoires. Mais le mal est fait et il est très bien fait. 24 heures plus tard, Vimeo retire le film de sa plateforme, le censure et rembourse les 26 000 personnes qui avaient acheté ou loué le film. Et me voilà donc avec un film censuré et pour lequel je dois payer des droits aux chaînes de télévision à qui j'avais acheté des images pour illustrer les propos du film. C'est le début d'une offensive généralisée, d'une offensive médiatique généralisée. Bien plus tard, je découvre qu'en moins de 3 jours, du 11 novembre au 14 novembre, 524 articles de presse, tous identiques, tous diffamant le film, ont été publiés dans la presse régionale ou nationale. Pour ceux qui ignorent comment fonctionne le monde de l'information en général, il faut savoir que principalement tout ce que vous lisez en presse écrite, tout ce que vous écoutez à la radio ou ce que vous regardez à la télévision, provient que d'une seule source, l'agence France Presse. Qu'est-ce que l'agence France Presse? Une agence mondiale d'information avec quelques milliers de correspondants seulement dans le monde. Donc c'est pour cela que vous avez souvent les mêmes infos avec les mêmes tics de langage issus d'une unique dépêche de l'agence France Presse et qui n'est pas accessible au grand public. Moi-même, quelques mois plus tard, je découvrirai cette fameuse dépêche à l'origine de cette campagne de démolition. Elle date du 13 novembre 2020 et elle est signée de la journaliste Julie Charpentras. La même journaliste sortira 5 dépêches dans la même journée, quasi identiques, histoire de bien informer toutes les radios et toutes les télévisions. Dans cette dépêche, la journaliste compare les informations de Hold Up à des infox. Elle qualifie le film de complotiste, pour parler sans doute de toutes les corruptions qui sont mises au jour dans le long métrage, qui pour elle n'est pas un documentaire, puisqu'elle parle d'un film qui imite, ou d'une vidéo plutôt, qui imite les codes du documentaire. Pour parfaire ma présentation, sachez que j'ai enseigné le journalisme dans plusieurs écoles et j'ai même été formateur de journalistes professionnels au CFPJ pour leur enseigner le documentaire. Julie Charpentras, journaliste à l'agence France Presse, ne m'a jamais appelé pour faire son article sur le film, ce qui est la base même du journalisme. J'espère juste que j'ai bien imité les codes du documentaire. L'offensive ne s'arrête pas avec le temps. Début 2021, je ressors Hold Up dans une version un peu plus longue, 2h55 au lieu des 2h41, qui confirme bien sûr toutes les informations sorties en novembre 2020. L'agence France Presse récidive, toujours la même personne, et publie un article encore à charge sur 3 nouvelles informations du film pourtant sourcées et avérées. La coupe est pleine, je porte plainte pour diffamation contre l'AFP. Le juge d'instruction retient le bien fondé de la plainte et l'agence mondiale est ainsi mise en examen pour diffamation sur Hold Up. Silence radio dans toute la presse, seul François parlera de cette mise en examen quasi historique. 3 ans après les faits, le procès arrive, donc le 5 septembre, et je m'en réjouis. Mon avocat, mes 3 témoins et moi-même traversons la France pour être bien présents à l'audience. Il est 17h, coup de théâtre. Mon avocat apprend de la bouche du procureur
que cette mise en examen, pourtant validée par le parquet, serait entachée de nullité. La même instance demande donc de faire machine arrière sur une procédure qu'elle a elle-même validée. Pourquoi pas? Mon avocat répond brillamment à ce vice de forme tombé du parquet, et là, nouveau coup de théâtre. Le tribunal se retire pour savoir quoi dire sur ce vice de forme. 40 minutes plus tard, les juges sont de retour et décident de ne rien décider. Pour le moment, ils nous donnent rendez-vous le 17 octobre au tribunal judiciaire à 13h30 pour savoir si oui ou non il y aura bien procès sur ce nouvel article de l'AFP qui, encore une fois, vilipende des informations de hold-up en les traitant de fausses ou de trompeuses. Ce 5 septembre, j'ai bien senti que je touchais à l'intouchable en mettant en examen le dieu des journalistes. Je n'ai guère d'illusions sur la décision des juges et j'espère vraiment me tromper. Si le procès n'a pas lieu, au moins tout est dit. Je vous laisse 6 juin les 3 films sur cette sombre période Covid-19, Hold Up, mais aussi Hold On sur les effets secondaires des vaccins, Hold Out sur la composition de ces vaccins. Pour ma part, je me retire définitivement. Je ne souhaite plus nourrir un système qui touche à sa fin. J'ai envie d'en créer un autre. C'est la raison pour laquelle je vais mettre toute mon expérience au service de cette nouvelle agence d'information citoyenne qu'est Citizen Light. Elle en est qu'à ses débuts, mais elle est riche de plein de promesses. Merci enfin à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu et sans qui il n'y aurait jamais eu de suite à Hold Up, notamment avec ce dernier film qui est actuellement dans les salles, Les Survivantes, et qui rend hommage à des femmes qui ont eu le courage de dénoncer les réseaux pédocriminels, en espérant que l'AFP se saisisse de ce sujet. Quant à moi, maintenant je vais me consacrer toute mon expérience à cette nouvelle agence d'information qui est l'agence citoyenne Citizen Light, avec des informations nouvelles, inédites, exclusives et qui permettent justement de construire un monde meilleur dont nous avons tant besoin. Donc rendez-vous sur le site Citizen Light ou sur la plateforme citizen-v.com. Je vous dis à bientôt et encore merci de votre soutien. Que ces propos ne tombent pas dans l'oreille de sourds. J'aimerais encore, avant de conclure cette émission et de vous donner rendez-vous à demain pour la fameuse saga de Zoé Sagan, partager avec vous un constat que je suis en train de faire, qui est celui que dans cette nouvelle activité qui est la mienne, et évidemment, même si je mets le plus de soin à proposer des décryptages socio-anthropologiques, je suis malgré tout dans un travail de journalisme citoyen. Ce qui est nouveau pour moi. Et je préfère bien sûr travailler dans le temps long ou le temps moyen, par exemple de l'écriture d'un livre, que d'être dans une production rapide plusieurs fois par semaine de nouveaux épisodes. Et à l'époque où je n'étais qu'un expert à disposition des médias mainstream, je rappelle au passage que j'ai été consultant attitré pour la radio-télévision suisse pendant de longues années, avant de me faire éjecter comme un malpropre, comme tous ceux qui avaient compris quelque chose à la crise en cours au début de la crise Covid. Mais toujours est-il que quand j'étais dans ce rôle d'expert et que j'étais interrogé sur un sujet, bien sûr, de ma compétence, ce qui me frappait toujours, c'était de voir que dans l'article qui était publié ensuite, ou l'émission de télévision pour laquelle j'avais été interrogé, il y avait systématiquement des imprécisions dans le meilleur des cas et parfois des contresens assez grossiers. Mais c'est ce qui se laisse comprendre, étant donné que le journaliste qui aborde un sujet, par exemple en santé publique, dont je suis un expert avec 30 ans d'expérience derrière moi, on comprend bien qu'il ne va pas pouvoir comprendre vite très bien de quoi il s'agit, et donc que le risque de commettre des imprécisions en est d'autant augmenté. Et il s'avère que j'ai moi-même commis un certain nombre de ces imprécisions journalistiques ou donné des informations qui n'étaient pas correctes. Et donc je remercie de tout cœur et j'encourage les personnes qui me suivent à faire diligemment ce travail. Si vous entendez dans ce que j'exprime quelque chose qui n'est pas correct au fait, ou qui est susceptible d'interprétations différentes, merci de contribuer dans les fils de commentaires. Et en l'occurrence, je remercie Cécile Maïtchak,
de la chaîne et du site Dosumani, qui m'a informé que dans ma couverture de la situation actuelle de l'avocat allemand Rainer Füllmich, qui est persécuté par les autorités policières, judiciaires et carcérales allemandes, il y avait un certain nombre de choses que j'avais avancées comme étant des informations sûres et fiables et qui, semble-t-il, étaient inexactes. Alors merci beaucoup à Cécile, dont je recommande par ailleurs bien sûr de suivre la chaîne, et puis elle a eu la bonne idée de me mettre en contact avec une journaliste indépendante allemande, Madame Kerstin Heusinger, qui suit de manière régulière les mésaventures judiciaires et la persécution devant le tribunal de Rainer Füllmich. Donc je vais m'entretenir avec elle le plus vite possible, et puis je reviendrai à vous avec une émission où les imprécisions que j'ai pu commettre, que je ne connais pas à ce stade, donc je ne sais pas en quoi ce que j'ai dit et que je trouve en général dans d'autres médias indépendants, je fais de la collecte de données pour pouvoir le porter à mes téléspectateurs, mais serait susceptible d'être corrigé parce que je ne suis pas dans mon rythme et dans mon cœur de métier, qui est, comme les lecteurs de mon livre auront pu le constater, de prendre le temps d'amener une matière extrêmement solide avec beaucoup de références, mais en ayant eu le temps de vérifier l'ensemble des références que je propose, alors que quand je suis dans un rythme de production très élevé, ma foi, je vérifie rapidement, et si ça m'a l'air d'être cohérent avec ce que je sais déjà et ce que disent d'autres sources fiables, je le publie, mais il peut arriver qu'il y ait des imprécisions. Une autre imprécision qu'on a relevée, c'est le fait que le fait de demander un acte de naissance dans une mairie n'est pas un droit de tout citoyen. Contrairement à ce que j'avais affirmé, il faut justifier d'un intérêt à se faire, et dans la fameuse histoire affaire Trognon, Jean-Michel, Brigitte, effectivement, Natacha Ray s'est heurtée à une information fausse de la mairie d'Amiens qui prétendait ne pas avoir les certificats de naissance à disposition. Par contre, c'est parce qu'elle était journaliste, donc elle avait une raison de requérir la livraison de ces documents qu'elle était habilitée à le faire. Mais si vous allez demain à la mairie d'Amiens et que vous n'êtes pas journaliste ou chercheur ou policier, il est douteux qu'ils vous livrent les documents en question. Voilà, alors on peut considérer que c'est relativement des points de détail, mais c'est important d'être le plus précis possible. Et une nouvelle fois, merci à toutes les personnes qui prennent la peine de contribuer par des corrections à des choses que je pourrais avancer et qui seraient inexactes. Je vous donne rendez-vous demain. Merci.